On va démarrer, vous m'entendez? Ça va? Sur Zoom aussi, vous nous entendez bien? Enfin, vous m'entendez bien pour l'instant? Oui, oui, Alors voilà, oui. je suis ravie que Oui. Philippe Descola ait accepté notre invitation et je vais faire une présentation brève parce que le plus important est évidemment de l'entendre. Donc je vous présente en quelques mots. Vous avez démarré des études de philosophie et finalement pris un virage vers l'anthropologie. Votre terrain fondateur est celui des Achuars, une population d'Amazonie. On disait des Indiens d'Amazonie qu'ils étaient des peuples de la nature. Or, vos travaux vont radicalement questionner cette définition et ce binôme, parce que la nature va avec la culture, hein, donc le binôme nature-culture. Ainsi, la forêt amazonienne n'est pas un univers naturel, euh, dans un sens de sauvage, mais bien plutôt une sorte de gigantesque jardin avec une gestion du végétal par les populations amérindiennes sur plusieurs millénaires. Pour poursuivre votre présentation, vous avez dirigé le laboratoire fondé par Claude Lévi-Strauss, qui a été votre directeur de thèse. Laboratoire dont Lévi-Strauss disait que c'était un, si je ne me trompe pas, collectif de solitaires. Je me suis demandé si ça n'avait pas un lien avec les épards des assortis de Lacan. Donc un collectif de solitaires. Vous êtes resté fidèle à l'anthropologie structurale qu'il avait théorisée, Claude Lévi-Strauss. Vous avez été nommé professeur au Collège de France en 2001 et avez occupé la chaire d'anthropologie de la nature, donc un intitulé taillé sur mesure pour vous. Alors, il y a deux volumes pour introduire à votre pensée. Un volume d'entretien, La composition des mondes, qui est paru en 2014, et un cahier de Lerne, qui est paru très récemment en 2024, qui vous est consacré et qui permet, pour celles et ceux qui le souhaitent, d'introduire à votre pensée. Votre parcours est ponctué d'ouvrages majeurs, donc une monographie de terrain publiée en 1986, La nature domestique, un récit ethnographique, Les lances du crépuscule en 1993, et votre grand ouvrage savant, de mon point de vue, Par-delà nature et culture en 2005. Cet ouvrage critique ces deux concepts de nature et culture et expose 4 ontologies, résultats de modes d'identification institués, qui se présentent comme des schèmes de composition du monde, des modèles d'intelligibilité des faits sociaux et culturels. Ces 4 ontologies se différencient à partir de la combinaison de 2 critères: l'intériorité, c'est-à-dire les états mentaux, l'intentionnalité, la réflexivité, et la physicalité, qui renvoie au corps, aux sentiments internes du corps, aux états et processus physiques, aux schèmes sensorimoteurs. Donc le monde, les conditions environnementales n'existent pas indépendamment des hommes. Alors le monde, est-ce que vous diriez plutôt les mondes? Plutôt les mondes. Il y a le monde avec un M majuscule et les mondes avec des M minuscules, si on veut, oui. Donc le Je monde, reviendrai là-dessus. oui. Je ne sais pas si vous avez entendu, parce qu'il n'y avait pas encore le micro, le monde avec un M majuscule, mais plutôt des mondes. Donc sont perçus selon la façon dont les hommes les appréhendent, sont transformés parce que les hommes, ces mondes sont transformés parce que les hommes en font. Donc il n'y a pas de monde préexistant séparé des êtres humains. Vous nous en dites un peu plus. Je vous laisse la parole. Merci, merci de votre invitation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais commencer par un retour chronologique d'une certaine façon pour expliquer ce que j'ai fait. Euh, la plupart des anthropologues maintenant, c'est quelque chose qui date depuis maintenant presque un siècle avec Malinowski, sont d'abord des ethnographes, pour commencer, j'entends. Euh, Comme l'a dit Natacha Velu, j'ai comment? Oui, j'ai. Ah, c'est bien. Voilà, Ouais. voilà. Quand j'ai commencé, j'étais un philosophe.
Euh, et j'avais, comme beaucoup d'anthropologues ou de praticiens des sciences sociales, depuis un siècle, en fait, en France, qui est une spécificité de l'anthropologie française, une attitude un peu désenchantée vis-à-vis de la philosophie, qui m'avait conduit à franchir le pas et à me plonger dans l'empirisme, c'est-à-dire dans des enquêtes ethnographiques, de façon à, plutôt que d'étudier des expériences de pensée que des philosophes, au fil des générations, se transmettaient pieusement pour retravailler des concepts, les reproblématiser à l'intérieur d'une tradition intellectuelle qui était elle-même sa propre fin. Je souhaitais comprendre comment des peuples très différents du milieu dans lequel j'avais été élevé proposaient des expériences de pensée collective à travers les institutions qu'ils avaient imaginées. Encore une fois, ce n'est pas très nouveau. À chaque génération de philosophes, il y en a quelques-uns qui filent comme ça vers l'anthropologie. J'ai moi-même dirigé pas mal de thèses de jeunes normaliens philosophes qui avaient suivi le même chemin. Ce qui m'intéressait à l'époque, dans l'Amazonie, c'était ce que les chroniqueurs en rapportaient depuis que l'on écrivait sur les basses terres de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire depuis les débuts de la conquête. Ce que les chroniqueurs rapportaient, c'était quelque chose d'un peu énigmatique, à savoir que, d'une part, les populations de cette région n'avaient aucune des institutions identifiables qu'on pouvait repérer à l'époque en Europe. Il n'y avait pas il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de chefferie, il n'y avait pas de pouvoir centralisé, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de système juridique visible. Et c'était des gens qui vivaient assez souvent en habitat dispersé, qui ne connaissaient pas ces institutions qu'on a appris à connaître après en Afrique, par exemple, en Asie ou en Océanie, qui sont des groupes de filiation, les lignages, les clans, etc. Et qui donc n'avaient aucun des éléments structurants qu'on avait l'habitude de rencontrer en Europe. Et c'est pourquoi on les appelait des gens sans foi, sans loi, sans roi. Et cette qualification s'accompagnait de la perception étrange du fait que ces gens-là euh, euh, avaient une proximité excessive avec la nature, soit du côté de la légende dorée parce que ils vivaient sans peine des fruits qu'une nature généreuse leur dispensait, un peu comme des abeilles qui butinent les fleurs, soit au contraire parce qu'ils étaient à peine différenciés des bêtes sauvages, parce qu'ils pratiquaient le cannibalisme, hein, ou les chasses aux trophées, en tout cas des activités sanglantes. Ils se faisaient la guerre les uns les autres à l'intérieur de groupes locaux, et que donc ils étaient, au fond, même si ce n'était pas l'expression qui était employée au XVIe siècle, ils étaient très proches de la nature. Et progressivement, sous la plume de théoriciens de la nature comme Buffon et ensuite d'autres auteurs, euh, cette idée s'est trouvée maintes fois répétée. Euh, et donc on avait ce paradoxe de gens dont on ne savait pas ce qui faisait société chez eux, puisqu'ils n'avaient pas d'institution sociale repérable, et qui d'autre part étaient complètement naturalisés, en effet. Euh, C'était comme on le dit en allemand, des Naturvölker, des peuples de la nature. Et donc, moi, je m'intéressais à l'époque à des questions d'anthropologie politique et d'anthropologie économique, si je puis dire, c'est-à-dire que j'essayais de comprendre en quoi les formes de relations d'une société avec la nature pouvaient définir certains de ces aspects. Et l'Amazonie paraissait tout trouver pour étudier cette situation.
D'autant que l'ethnographie dans cette région, si on accepte l'œuvre de Lévi-Strauss, qui est apportée surtout sur la mythologie, euh, était pas d'une très grande qualité comparativement à ce que l'on trouvait dans l'ethnologie africaniste, dans l'ethnologie de la Nouvelle-Guinée ou de l'Asie du Sud-Est. Donc je suis parti en Amazonie avec ma compagne, Anne-Christine Taylor, et mon ambition était qui est ethnologue aussi, et mon ambition pour ma thèse était pour nos thèses en tout cas, mon ambition était de comprendre les formes de socialisation de la nature. C'est comme ça que je définissais à l'époque le projet intellectuel que j'avais euh, sur le terrain. Et j'avais choisi la société où nous allons résider pendant presque 3 ans, les Hatchoirs, un groupe dialectal de l'ensemble Jivaro, qu'on appelait à l'époque les Jivaro, maintenant on les appelle Heinz Chicham, euh, qui avait justement comme caractéristique intéressante, d'abord qu'on ne les avait jamais étudiés, euh, et d'autre part que ils avaient accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, c'est une société guerrière, et que donc le système technique d'usage de la nature n'avait pas été profondément transformé. Il n'y avait pas de salariat, il n'y avait pas de production pour le marché. Il y avait quelques outils métalliques, mais la plupart des techniques étaient des techniques dites traditionnelles. Et que donc c'était un bon endroit pour essayer d'étudier la façon dont une société euh, euh, entretient des rapports avec les non-humains. Le, L'expérience ethnographique s'est bien déroulée, c'est-à-dire qu'on a été accepté et qu'on a progressivement fini par apprendre la langue hatchoir. Et mon objectif initial, qui était d'étudier ce que j'appelais la socialisation de la nature, comme s'il y avait eu une société qui aurait été parachutée dans la forêt amazonienne, s'est trouvé complètement reformulé suite à l'ethnographie. C'est ça l'avantage de l'ethnographie. Lorsque je me suis rendu compte que la nature n'avait, comme entité extérieure, n'avait, ou supérieure, si on veut, n'avait aucune signification pour eux, non seulement parce qu'il n'y avait évidemment aucun terme qui pouvait être l'équivalent de ce que nous entendons par la nature, mais aussi parce que la façon dont ils entretenaient des rapports au quotidien avec les plantes, les animaux, les esprits, était fondé sur des multiplicités de rapports de sociabilité, de partenariat avec des animaux et des plantes traités comme des personnes. Pourquoi je dis traités comme des personnes? Parce que à l'intérieur de, si vous voulez, dans les classifications qui ordonnent la compréhension des êtres chez les Hatchoirs, il y avait une catégorie majeure qui était cette catégorie que je traduis par personne, qui est Eins en Hatchoir et qui désigne tous les êtres qui ont une intériorité. Et cette catégorie, elle englobait bien au-delà, évidemment, des humains, c'est-à-dire tous les êtres avec lesquels on peut communiquer dans certaines circonstances, à qui on peut s'adresser, qui sont autant de sujets avec lesquels on entretient des relations de toutes sortes de négociations, de compétition, de séduction, etc. Et ces personnes, comment est-ce qu'on communique avec elles? euh, Par les rêves d'abord. Une société où on se, on se lève bien avant le soleil pour commenter ses rêves autour des feux. Il y a deux types de rêves. Il y a des rêves qui sont des rêves qui sont sujets à une oniromancie assez classique, c'est-à-dire il y a une sorte de grammaire de conversion qui est fondée sur des oppositions structurelles. Quand on rêve
qu'on va à la chasse à la sarbacane, c'est un bon rêve pour aller à la pêche, par exemple, et vice-versa. Euh, et il y avait un autre type de rêve qui était plus original, si je puis dire, qui étaient des rêves dans lesquels un- un- une entité sous apparence humaine venait visiter le rêveur pour lui transmettre un message. Et très souvent, cette entité était une plante ou un animal, ou un esprit, ou l'esprit d'un mort. Euh, et par cet intermédiaire, ces plantes, ces animaux venaient délivrer un message, c'est-à-dire, par exemple, un plant de manioc sous l'apparence d'une jeune fille venait se plaindre qu'elle avait été maltraitée par sa maîtresse, puisque c'était les femmes qui cultivaient les jardins, parce qu'elle avait été plantée trop près d'une plante dont la racine sert à empoisonner les poissons. Donc c'est une racine toxique, et elle venait se plaindre de ce qu'on lui avait fait un mauvais sort. Ou bien un homme vient en rêve visiter le rêveur pour lui dire, lui doit fixer un rendez-vous le lendemain à un endroit dans la forêt où il va amener ses sœurs. Et ces sœurs, c'est en fait une troupe de singes laineux, et donc c'est une invitation à venir chasser. Et donc, d'ailleurs, un de mes premiers articles, j'ai écrit en anglais pour une revue anglaise, s'appelait Head Shrinkers versus Shrinks, donc les chasseurs de tête contre les shrinks, contre les psychanalystes, en faisant une analyse contrastée du système d'interprétation des rêves dans la tradition Hatchoir et dans la tradition freudienne. Donc, on pourra revenir là-dessus si vous voulez après. Euh, donc, et un autre aspect de cette communication avec les autres qu'humains étaient les incantations que les Hatchoirs leur adressaient et qui étaient ce qu'on pourrait appeler des discours de l'âme. Alors ça nous a pris du temps parce qu'elles étaient en fait chantées mentalement. Et les Hatchoirs passent leur journée au fond en communication mentale avec des humains éloignés ou avec des non-humains à qui ils adressent des messages. Mais ces messages, ils n'ont pas besoin d'être formulés explicitement parce qu'ils viennent influencer directement et à son insu, en somme, le destinataire du message, de manière à le conduire ou à l'inciter à adopter une conduite. Et lorsque nous sommes rendus compte du rôle important que jouaient ces messages, nous les avons évidemment enregistrés de façon systématique et ça fournit un éventail des relations, des types de relations que les Hatchoirs entretenaient avec les plantes et avec les animaux. Par ailleurs, comme je m'intéressais à la socialisation de la nature, justement, bien que cet objectif s'était peu à peu dissipé, je faisais des genres d'études qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire que je mesurais des jardins pour mesurer leur productivité, j'examinais les techniques horticoles, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, ce qu'ont montré aussi d'autres collègues ailleurs dans le monde, dans le bassin amazonien, c'est que les façons culturales avaient ceci de caractéristique qu'elles transformaient la composition de la forêt. Pourquoi? Parce que les jardins, les essarts, comme on dit, c'est-à-dire des clairières abattues dans la forêt, qui ne sont jamais très grandes, c'est de l'ordre de... Les Hatchoirs à l'époque vivaient en grande partie en habitat dispersé, très dispersé. Donc on a une maison au milieu d'une clairière avec un jardin tout autour, cinquantaine d'espèces cultivées, pour certaines de très nombreuses variétés, donc une très grande agrobiodiversité dans les jardins. Et en sus de cela, les Hatchoirs transplantaient des plantes sylvestres, des palmiers, des fruitiers en général, ou bien les protéger au moment de l'abattis, ou bien lorsque ces plantes étaient amenées par des prédateurs
du jardin des petits rongeurs ou des oiseaux qui venaient déféquer dans les jardins, déféquer des graines qui venaient pousser, les femmes ne les désherbaient pas. Autrement dit, les jardins étaient à très grande complexité euh, euh, agrobiologique, mais aussi une très grande biodiversité. Et lorsque le jardin est abandonné au bout de quelques années, ça dépend des endroits, mais c'est 5-6 ans en général, la forêt de recrue va gagner très rapidement et détruire, faire disparaître les espèces cultivées. En revanche, les espèces sylvestres transplantées vont prospérer. Et si on imagine ce processus se reproduisant génération après génération pendant des siècles et des millénaires, ça veut dire que la composition floristique de la forêt a été profondément modifiée par cette disposition et que, à taux de biodiversité égal, dans toutes les régions où les Amérindiens ont pratiqué l'horticulture sur brûlis, c'est-à-dire presque partout, le taux de plantes utiles aux humains est considérablement plus élevé que dans les régions où il n'y a pas eu de présence amérindienne. Ils sont très minoritaires. Donc ça veut dire que la forêt amazonienne est en partie anthropogénique. Et donc ces deux aspects, à la fois le fait que les plantes et les animaux étaient traités comme des partenaires sociaux d'une part, et d'autre part que la forêt était en partie construite par les Amérindiens, m'ont incité à essayer, à revoir au fond mes catégories, mes outils intellectuels, ceux avec lesquels j'étais arrivé. J'ai dit j'étais philosophe, nature culture, ça faisait partie des évidences. En plus, Claude Lévi-Strauss était mon directeur de thèse et il avait accordé une grande importance à ce système contrastif pour l'analyse des mythes en particulier. Et donc, j'ai fait le pas de dire, ben, non, ça n'a aucun sens de continuer à employer ce contraste-là, puisqu'il n'est pas pertinent dans le cas des Hatchoirs. Quand je suis revenu et quand j'ai fait ma thèse, j'ai essayé de décrire ce système. Et puis, j'ai eu la chance d'être recruté euh, comme maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai commencé à faire un séminaire de recherche sur la question qui s'était imposé d'une certaine façon comme un programme de recherche euh, euh, au terme de mon terrain, à savoir quelles sont les formes de continuité et de discontinuité entre humains et autres humains qu'on rencontre un peu partout autour de la planète, étant entendu que celui qui nous est familier, l'opposition entre nature et culture, n'en est que l'une des variations possibles. Et donc j'ai commencé une enquête très systématique qui a débuté par l'Amazonie, où je me suis rendu compte que ce que j'avais observé chez les Hatchoirs était, on pouvait le généraliser à l'ensemble du bassin amazonien. Puis je suis remonté vers des populations du nord de l'Amérique du Nord, des amérindiennes bien sûr, et puis les populations périarctiques en Sibérie, et puis en Asie du Sud-Est, et puis dans une partie de la Mélanésie, etc., où on trouvait au fond le même genre de façon de concevoir le mobilier du monde que chez les Hatchoirs. Et j'ai à ce moment-là décidé de sortir de la naphtaline un concept qui était assez discrédité, qui était le concept d'animisme, qui avait été employé par des grands anthropologues de cabinet de la fin du 19e et du début du 20e, en particulier par Edward Tyler, pour définir cette façon de faire monde que les Hatchoirs et bien d'autres populations ailleurs dans le monde avaient euh, élaboré et qui était fondée sur deux points, au fond. Le premier, euh, faire l'inférence que beaucoup des objets du monde, on peut repérer en eux des intentions,
et que donc de ce point de vue-là, une capacité à agir, une puissance d'agir dans certaines circonstances, et que de ce point de vue-là, euh, euh, on peut leur prêter une intériorité, c'est-à-dire que les intentions que ces êtres semblent manifester viennent d'une disposition intérieure, en fait, qui les pousse à agir, et que d'autre part, chaque forme de vie a sa propre façon d'être au monde, en ce sens que chaque forme de vie a des atouts biologiques ou dispositionnels, si vous voulez, qui lui permettent de se brancher à un aspect du grand monde avec un M majuscule pour construire son petit monde. Ce qui est ces deux propositions sont parfaitement rationnelles, hein. On est tous prêts à prêter des dispositions à des autres qu'humains sans le théoriser sous forme d'une intentionnalité ou d'une intériorité, mais quand je trébuche sur une pierre, il m'arrive quelquefois de m'emporter contre la pierre, comme si elle avait eu l'intention, au fond, de me faire trébucher. Quant à l'aspect de la multiplicité des petits mondes que chaque forme de vie porte en elle comme une sorte de prolongement de ses organes et de ses dispositions, c'est quelque chose qui est très proche de la théorie de Lumwelt de Jacob von Uexküll. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi empiriquement observable d'une certaine façon. Et c'est vrai que le monde d'un aigle harpie qui tourne en permanence au-dessus de la canopée n'est pas le monde d'un poisson qui vit dans les fosses des grands fleuves et des choses comme ça, où il ne se rencontre jamais. Donc ça, c'était les deux caractéristiques de, de, de l'animisme. Euh, une intériorité généralisée et ce que mon collègue Eduardo Villors de Castro a appelé le multinaturalisme, qui est une très bonne formule, c'est-à-dire le fait que euh, chaque forme de vie représente l'expression d'une forme naturelle spécifique. Et évidemment, c'était un contraste absolu avec les outils intellectuels que j'avais amenés avec moi, qui étaient celles de l'opposition entre nature et société, et que j'ai appelé naturalisme lorsque j'ai admis à ce moment-là que cette forme de voir les choses n'avait rien d'universel, et qui est fondée sur l'inverse de ce que j'observais dans les populations animistes, à savoir la restriction aux seuls humains d'une intériorité euh, capable d'activité morale et cognitive de niveau supérieur, et au contraire, la dépendance de tous les êtres, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, à l'égard des lois de la nature, physique, chimique, et au XIXe siècle, biologique. Et donc, il y avait, dans les deux cas, continuité et discontinuité entre humains et autres qu'humains, mais les continuités et les discontinuités ne passaient pas au même endroit. Dans un cas, elles passaient par la généralisation des intériorités, dans l'autre cas, par la restriction des intériorités, et dans l'autre cas, par la généralisation des dispositions naturelles, et dans le cas de l'animisme, par la restriction à chaque forme de vie d'une nature qui lui était propre. Et donc, ce contraste était intéressant en ce sens qu'il permettait de considérer que ce que j'appelais le naturalisme, c'est-à-dire ce dans quoi moi j'avais été élevé et qui caractérisait la modernité, n'était qu'une variante possible parmi d'autres façons de faire monde, et non pas le modèle à partir duquel envisager d'autres façons de faire monde, ce modèle étant au fond une sorte de paradigme
dont les autres façons pourraient s'approcher plus ou moins. Et ce n'étaient pas évidemment les seules façons de faire monde qui étaient observables à la surface de la Terre. Donc j'ai effectivement continué mon travail comparatif. Et c'est pour ça que je disais qu'on commence par être ethnographe. Ce que j'ai fait, ce n'est pas de généraliser les observations chez les Achuar à une théorie générale, c'était de prendre en compte les questions que l'observation des Achuar m'a posées quant au bien fondé d'une théorie universelle de l'opposition entre nature et culture, pour essayer de comprendre après, à travers l'étude des textes ethnographiques, les différentes variations possibles de ces formes de continuité, de discontinuité entre humains et autres qu'humains. Il y en avait deux autres principalement. Comme le modèle est fondé sur ce que Lévi-Strauss appelait un groupe de transformation, c'est-à-dire un système de contraste avec en fait, quatre contrastes, hein, intériorité, physicalité d'une part, présence ou absence de l'autre. Les deux autres, c'était ce que j'ai appelé le totémisme. Alors ça, c'est pas nouveau. Le totémisme, c'est aussi une institution qui a attiré l'attention des plus grands intellectuels européens, dont Freud, dès qu'on a eu accès aux documents ethnographiques très riches sur les aborigènes d'Australie de la fin du 19e aux premières décennies du 20e siècle, et qui, sous la plume de Claude Lévi-Strauss, avait été résolu comme une sorte, sans doute certains d'entre vous connaissent le totémisme aujourd'hui, le livre de Lévi-Strauss, résolu sous forme très élégante d'ailleurs, euh, euh, d'un faux problème. Il a écrit dans le totémisme aujourd'hui, il disait c'est comme le totémisme, c'est comme l'hystérie de Charcot, c'est-à-dire c'est une fiction. Et le totémisme, donc, dans l'interprétation de Lévi-Strauss, c'était la coïncidence entre deux séries, une série naturelle et une série culturelle. Donc, il introduisait la nature et la culture de façon délibérée dans son analyse. Une série naturelle qui est une série d'écarts morphologiques et comportementaux entre des espèces observables dans la nature, qui fournit un modèle intellectuel, une façon de penser, écrit-il, qui permet de penser les écarts sociaux. Et donc, on va transposer ces écarts entre les espèces à des écarts sociaux et on va se servir du rapport entre l'aigle et le loup et l'ours et le cormoran, etc., comme des écarts différentiels qu'on va utiliser pour penser les écarts différentiels entre groupes sociaux qu'on va donc appeler le groupe du loup, le groupe de l'ours, le groupe du cormoran, etc. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le rapport entre le totem et le groupe, c'est le rapport entre deux séries d'écarts différentiels. C'est une très belle analyse, sauf qu'elle correspondait très mal au système australien. Et elle permettait, ce qu'a fait Lévi-Strauss justement, de montrer que d'une certaine façon, le totémisme, en tout cas ces correspondances d'écarts différentiels, peuvent être réduits à un système classificatoire universel. Mais dans le cas australien, ce qui était évident à la lecture de l'ethnographie, c'est que la notion de nature, la notion de culture n'avait aucun sens. Les ethnographes australiens le disent, enfin, qui ont travaillé sur l'Australie le disent de façon tout à fait explicite. Et qu'au contraire, ce qui était frappant, c'est que euh, les, euh, euh, les personnes membres d'un groupe totémique se pensaient comme étant comme ayant des propriétés analogues aux animaux. C'est pour l'essentiel des animaux, là, les totems en Australie, à 70% à peu près, aux animaux totémiques. Alors, cette
cette question a été en partie résolue, pour moi en tout cas, par les travaux d'un obscur linguiste. Je dis obscur parce qu'il y a vraiment que les spécialistes de l'Australie qui s'y sont intéressés, qui s'appelait Karl Georg von Brandenstein, et qui a fait une étude systématique des noms de totems en Australie, et qui a montré que ces noms de totems, en fait, renvoyaient à des qualités, relativement abstraites, comme l'arrondi ou les flanqués, ou le rapide ou le lent, ou le sombre et le foncé, etc. Et que ces qualités désignaient aussi, et ça c'est très important, il le signale dans une note en bas de page, lui-même ne s'en était probablement pas rendu compte, mais qui est absolument fondamental. Il dit ces termes, qui sont des termes de qualité, servent aussi à désigner l'espèce. Autrement dit, lorsqu'on parle du kangourou ou du varan, il ne s'agit pas de, quand c'est un totem, il ne s'agit pas de l'animal, il s'agit de la qualité. Et cette qualité est employée pour désigner l'espèce. C'est comme si on désignait une vache comme la grosse cornue ou des choses comme ça. Euh, et donc, ça signifie que chaque groupe totémique est du point de vue de son identité, donc du point de vue de son ontologie, de qui ils sont, des qualités qui leur sont propres, euh, et l'incarnation à chaque génération, chez les humains et chez les non-humains du groupe totémique, de qualités qui sont transmises par un prototype. Et ce prototype, c'est un totem. On peut appeler ça un totem si on veut. Les spécialistes de l'Australie maintenant appellent ça des êtres du rêve, mais globalement, on a appelé ça un totem pendant longtemps. Et qui vont se transmettre quelquefois de façon tout à fait matérielle, sous la forme de petits êtres qu'on appelle les enfants, les âmes enfants, qui vont s'introduire dans la matrice des femmes et des femelles de l'espèce pour produire les enfants sur le même modèle. Donc il y a un côté science-fiction qui est assez extraordinaire dans le totémisme australien. Donc là, on a un système dans lequel humains et non-humains à l'intérieur d'un groupe nommés ont les mêmes qualités morales et physiques, les mêmes qualités d'intériorité et de physicalité, mais ces qualités vont varier de groupe à groupe, de groupes d'humains et non-humains, puisque chaque groupe est le produit, en quelque sorte, de cette régénération à chaque génération des qualités d'un prototype totémique. La dernière formule, c'est une formule qui nous est d'une certaine façon familière parce elle caractérise notre passé proche, si je puis dire. C'est l'idée que tout est différent, alors que tant l'intériorité que la physicalité, que le monde est composé d'éléments disparates et que entre ces éléments disparates, il faut pouvoir établir, si on veut que le monde soit pensable ou même vivable, il faut pouvoir établir des connexions entre ces éléments, des correspondances. Et comme c'est la pensée analogique qui permet d'établir ces correspondances, j'ai appelé cette formule-là l'analogisme. C'est quelque chose qui est très classique puisque ça renvoie à quand je dis à notre passé immédiat, c'est-à-dire depuis l'Antiquité et le Moyen Âge jusqu'à la Renaissance incluse. C'est caractéristique des grandes civilisations orientales, de la Chine, de l'Inde, mais aussi des populations des hauts plateaux andins ou des autochtones, bien sûr, ou du Mexique. Un bon exemple de ces types de correspondance, c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme, par exemple, qui n'a rien d'universel, qui est
caractéristique des systèmes que j'appelle analogistes et qui fait, bien sûr, se correspondre des éléments du corps humain à des éléments du cosmos, à des, euh, à des, euh, à des cycles naturels, etc. C'est les systèmes analogistes tiennent par la hiérarchie, c'est-à-dire par le fait que tous ces éléments disparates, pour qu'ils aient pour qu'ils tiennent ensemble, peut-être que l'une des dispositions les plus simples, c'est de les orienter euh, le long d'une chaîne, d'où le dispositif de la grande chaîne de lettres, qui était l'architecture classique médiévale que l'on doit à Plotin dans sa première formulation, mais qui a subsisté d'ailleurs après l'émergence du naturalisme, puisqu'on en trouve, elle a une très forte puissance topique. Euh, donc cette idée que tous les êtres du monde sont organisés sur une chaîne avec des petits écarts, depuis l'être parfait jusqu'aux créatures les plus humbles, avec des tout petits écarts entre chaque être. Donc il y a de la discontinuité, mais un rêve de continuité, puisqu'ils sont tous ordonnés le long d'une chaîne, d'une échelle. Donc, quatre ontologies. Alors, l'autre innovation, c'est que j'ai appelé ça aussi ontologie, c'est-à-dire non pas la théorie de l'être, sans référence à la façon dont des philosophes comme Heidegger, par exemple, employaient le terme ontologie. L'idée d'ontologie était liée tout simplement à ce constat que chaque façon de faire monde était fondée sur la détection dans le monde avec un M majuscule d'éléments pertinents qui étaient progressivement composés et construits, d'où le titre La composition des mondes dans ce livre, en un monde spécifique qui avait un mobilier particulier qu'on ne trouvait pas euh, dans les autres ontologies, mobilier qui était composé de certains éléments matériels, de certaines formes de relations, à partir de dispositifs de filtrage qui étaient ceux que je viens d'évoquer tout à l'heure. Euh, donc là, là, c'est vraiment de l'anthropologie, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport immédiat en quelque sorte. S'il y a un rapport entre l'observation participante sur le terrain, c'est-à-dire la découverte de ce que j'ai appelé l'animisme. Mais l'animisme a été un déclencheur, si vous voulez, de la théorie plus générale des ontologies. Alors je me suis intéressé à cela ensuite dans d'autres champs que celui de les champs discursifs, parce que j'ai travaillé pour construire ce modèle des ontologies à partir des discours, c'est-à-dire à partir des traités médicaux, des traités de chants chamaniques, de mythes, de choses comme ça, de discours donc rapportés. Et je me suis dit, après, s'il y a une pertinence dans ces modèles, ce serait intéressant de vérifier sa pertinence, sa robustesse, dans un autre champ de l'activité humaine qui est la production des images. Et donc j'ai passé plusieurs années à essayer de voir si cette diversification ontologique que j'avais mis en évidence fonctionnait aussi pour les images. Donc c'est le gros projet de ce livre qui s'appelle Les formes du visible, que j'ai publié il y a 3 ans maintenant, je crois. Oui, 3 ans. Euh, et dans lequel j'essaye de résoudre 3 questions. Qu'est-ce qui est rendu visible de ce mobilier dans les images pour chacune des 4 ontologies ou de chacun des 4 modes d'identification? Quels sont les moyens techniques qui sont employés pour rendre cela visible? Quand je dis technique, c'est la construction d'espaces visuels
tant en deux qu'en trois dimensions. Euh, et enfin, de quelle façon est-ce que les images sont rendues actives, sont transformées, leur puissance d'agir est en quelque sorte activée euh, par les récepteurs et dans des réseaux qui les accueillent et qui varient, à mon sens, pour chaque euh, 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 forme ontologique ou pour chaque régime ontologique. Pour vous donner un exemple, euh, la, la, l'activation de la puissance d'agir des images dans le monde amazonien, ça consiste pour des humains à euh, endosser des costumes d'esprits animaux, avec des masques, avec des peintures, avec des masques costumes, quelquefois en raffia. Et ces esprits animaux interviennent dans des rites sur la place du village. On les convoque. Il s'agit de soit, la plupart du temps, il s'agit de leur demander d'épargner les humains. Pour une raison bien simple, c'est que euh, lorsqu'on tue un animal à la chasse et qu'on le mange, on mange aussi son intériorité. Alors il y a des dispositions qui permettent d'évacuer son intériorité, mais c'est quand même pas toujours facile. Et c'est en mangeant cette intérieur, c'est manger cette intériorité qui rend malade, bien sûr. Et donc les maladies dans l'ensemble, celles qui ne sont pas apportées par les Blancs, il y a en général une très claire distinction entre les deux, celles qui proviennent de l'absorption de l'intériorité, de la subjectivité animale, sont traitées par les chamans et il faut pour cela négocier avec les animaux, avec les esprits des animaux, pour libérer les affligés des, de la, des maux dont ils souffrent. Et assez souvent, les chamans font ça en accueillant les animaux sous la forme d'humains masqués, transformés en animaux, qui viennent mimer d'une certaine façon la présence de ces esprits animaux, ou bien en se rendant directement chez les animaux, euh, en reproduisant sur leur corps les marques des animaux. Mais ce n'est pas tout simplement les marques des animaux. Si on admet que les animaux se voient comme des humains, pour se faire passer pour un animal auprès d'un animal lorsqu'on est un humain, un corps humain, il faut pouvoir le transformer. Comment est-ce qu'on le transforme? De la même façon que les animaux se distinguent les uns des autres, c'est-à-dire sur leur corps humain, ils portent des peintures. Et ils portent des peintures qui vont distinguer les différentes espèces. Autrement dit, ce que fait le chaman, c'est sur son corps, il va mettre les peintures telles qu'il imagine que les animaux s'ornent pour se distinguer les uns des autres. Et comme ça, il peut aller négocier avec les animaux, les esprits des animaux en particulier, euh, la, la libération des souffrances des patients dont il a la charge. Ça, c'est fondé d'une certaine façon sur une certaine forme de mimétisme de l'apparence, même si c'est un mimétisme très différent de la mimésis classique de l'art occidental, puisqu'il n'y a pas de volonté de reproduire exactement ce que l'on voit. C'est une mimésis fondée sur la façon dont on imagine que l'autre se voit, ce qui est évidemment tout à fait différent. Mais c'est quand même fondé sur une certaine forme d'iconicité. Si on va en Australie maintenant, les, lorsque l'on convoque dans des rituels des esprits, des prototypes totémiques, ces prototypes totémiques sont figurés
en apparence sous des formes pour nous qui sont très exotiques. Ce sont des types nus avec du duvet fixé sur le corps, avec des peintures sur le corps. Mais ce que ces corps montrent, c'est pas quelque chose qui ressemble au prototype totémique, parce que personne ne sait à quoi ces prototypes totémiques ressemblaient. On savait qu'ils avaient un nom animal, et quelquefois on les figure sous la forme d'un animal, mais ce n'était pas proprement dit des animaux. Ce que ces prototypes, ce que ces humains représentant des prototypes totémiques figurent, c'est la trace de l'itinéraire que les prototypes totémiques ont suivi à la surface de la Terre depuis leur apparition jusqu'à leur disparition. Autrement dit, ce n'est pas une trace mimétique, ce n'est pas une trace iconique, c'est une trace indicielle. Donc c'est une façon complètement différente de signifier, au fond, ou de mettre en branle la puissance d'agir de ces êtres, d'un côté avec une forme de mimésis un peu tordue, et de l'autre par la reproduction d'une trace laissée par les êtres totémiques qu'on active ainsi et qu'on va donc on va les rendre pour un moment efficaces à nouveau puisque leur trace est encore frémissante euh, et, euh, et actualise leur présence. Voilà pourquoi je me suis intéressé aux images euh, pour, en quelque sorte, donner un peu une substance un peu différente à ce qui était ce modèle des quatre régimes ontologiques. Je peux continuer à parler autant longtemps que vous voulez, mais il faut On me va dire, peut-être vous arrêter là pour vous poser des questions. Merci. Alors, je vais peut-être démarrer par deux petites questions en attendant que vous prépariez les vôtres. Alors, j'avais une question en fait sur le périmètre de ces mondes. Et du coup, une question sur qu'est-ce qui fait les mêmes et qu'est-ce qui fait les autres. Parce que donc l'Amazonie, comme vous l'avez très bien dit, c'est une terre qu'on dit donc, enfin qu'on disait sans foi, sans roi, sans loi. Ça aussi, je l'avais noté. C'était une très belle formule. C'est-à-dire sans institution. Hein, bon, voilà, vous l'avez dit, il n'y a pas de chefferie, il n'y a pas de royauté, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de caste, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'assemblée. Bon. Alors justement, on se demande qu'est-ce qui fait société, qu'est-ce qui fait ensemble du coup. Alors les Achuars, c'est un groupe dialectal, mais à l'intérieur d'un groupe plus large qu'on appelait les Jivaro, mais qu'on n'appelle plus comme ça. Donc, est-ce que c'est leur ontologie qui fait ensemble? C'est une question. Et auquel cas, comment on pourrait, enfin, comment on est en lien quand on a des ontologies différentes, donc c'est-à-dire des manières d'habiter le monde et de concevoir le monde qui sont différents. Est-ce qu'on habite dans des mondes séparés ou est-ce qu'on peut être en lien? Et du coup, j'articule avec la question sur l'altérité, puisque vos ontologies, ce sont des modes d'identification hein, aux vivants, enfin aux êtres humains, aux non-êtres humains. Et en fait, ces modes d'identification, ils sont spécifiés par des modes de relation dominants. Par exemple, le don, l'échange, la prédation, la production, la transmission, la protection. Je ne sais pas si j'en oublie. Tout à fait. Non, non, c'est bien ça. Je m'arrête sur la prédation, puisque en plus les Achuars sont connus pour ça. C'est-à-dire la prédation, c'est donc un mode de relation hein, dans cette façon de voir, et considéré comme un refus de la réciprocité. Donc les Achuars, ils chassent, ils tuent les autres, hein, ils tuent d'autres personnes. Donc justement la question c'est est-ce que c'est des autres pour eux, ils tuent, qu'ils chassent, ou est-ce que c'est des mêmes qu'eux dont ils ont besoin pour se nourrir, enfin pas forcément pour manger, hein, mais voilà. Ah, oui, oui. Non, mais c'est une question très pertinente et pas simple. Parce que le grand paradoxe, c'est que tous ces êtres sont des personnes, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes du même type. Et donc, à la différence de nous qui excluons du monde des personnes les humains, les non-humains, les artefacts,
là, c'est une catégorie beaucoup plus englobante, à l'intérieur de laquelle existent ce que j'ai appelé tout à l'heure des formes de vie différentes. Et le concept d'humanité n'a aucun sens dans un monde euh, animiste. Ce qui est premier, ce sont des formes de vie. Et ces formes de vie, dans le cas des humains, elles sont définissables de la même façon que on va définir les atouts biologiques d'une espèce. Donc, le toucan, il a un grand bec qui lui permet de manger des fruits. Le fourmilier, il a une grande langue qui lui permet de manger des fourmis. Les hachoirs, ils ont des armes, une langue, des parures, des outils, un mode d'habitat qui en fait une forme de vie différente des autres formes de vie, y compris des autres formes de vie de l'ensemble linguistique des autres groupes dialectaux, parce que les groupes dialectaux, disent les Atchois, ne parlent pas comme nous. En fait, on arrive à les comprendre, mais ils sont considérés comme ayant précisément des dispositions différentes des nôtres. Et le, le rapport entre ces différentes formes de vie, c'est un rapport de prédation précisément, c'est-à-dire l'autre, autrui est indispensable pour moi parce qu'il me fournit son altérité que je vais absorber, non pas de façon à dénier son existence en tant qu'autre, mais pour me définir moi-même en tant qu'autre par rapport à lui. Donc c'est une façon de définir l'altérité qui est très différente de la nôtre et qui est emblématique de ce fameux rituel des têtes réduites qui a beaucoup fait parler sur les Jivaros. Et en fait, ce qui compte dans la tête réduite, c'est le rituel justement. Pourquoi est-ce qu'on va capturer des têtes et qu'on les réduit? C'est pour conserver la physionomie du mort, qu'on aura été capturé dans un groupe voisin Shivaro, mais qui parle un dialecte différent, donc qui fait partie d'une autre forme de vie. Et cette identité qu'on va conserver parce que sa physionomie est conservée, elle va servir à un rituel. Et la seule façon de la réduction, c'est ça, c'est une façon de momifier un visage. C'est pas une chasse aux têtes, c'est une chasse au visage. Donc ce visage va servir dans un rituel très compliqué qui dure et long, qui dure presque un an en épisodes successifs, à transférer cette identité étrangère incarnée dans un visage à un enfant du groupe du meurtrier à naître. Et au cours de ce rituel, la tête va occuper différentes positions, notamment différentes positions de parenté, différentes positions de genre. Elle va être masculine, féminine. Par rapport au meurtrier, elle va être un parent consanguin, un affin, son épouse, etc. Et tout ce système de variation dans les positions de la tête vont peu à peu la déposséder de son identité initiale pour lui permettre de devenir une identité vierge qui, sans dommage, pourra servir à donner une identité à cet enfant à venir. Si vous voulez, c'est un peu comme un, un faussaire qui va prendre une carte d'identité et qui, au lieu d'avoir une carte d'identité vierge avec laquelle il va faire produire une autre identité, va transformer le visage progressivement, va changer les lettres du nom, etc., et va peu à peu transformer cette identité pour la faire servir à autre chose. Donc c'est ça l'altérité, c'est l'altérité des formes de vie. Quand je parle de formes de vie, c'est même pas des questions d'espèces. Bogoras, le grand ethnographe russe, qui
au début du XXe siècle, a fait l'ethnographie des Tchouktches, donc cette population de Sibérie orientale, euh, disait, écrivait chez les Tchouktches, pour les Tchouktches, même les ombres sur le mur euh, vivent dans des villages où elles subsistent en chassant. Alors les Tchouks ne sont pas des imbéciles, ils savent très bien ce que c'est qu'une ombre portée. Mais c'est l'idée que chaque forme identifiable différente euh, est le support euh, d'une forme de vie singulière. Et donc, c'est ça vraiment Alors, il peut y avoir des systèmes d'échange euh, euh, équitables entre formes de vie. Des voisins des Achuars au nord, en Colombie par exemple, dans les groupes Tucano, euh, là, il y a une réciprocité parfaite, extrêmement maîtrisée entre euh, les, les humains et les maîtres du gibier. C'est-à-dire que le chaman euh, va voir le maître des animaux. Le maître des animaux, c'est un esprit, c'est quelque chose qu'on trouve dans tout le monde de l'animisme, qui veille sur les animaux sauvages et qui veille notamment à ce que les humains ne fassent pas de déprédation excessive à la chasse et, et qui contrôle les animaux sauvages comme des animaux domestiques d'une certaine façon. C'est une sorte de domestication dans l'imaginaire. Euh, donc le chaman va voir dans sa maison le maître des animaux, il négocie avec lui, euh, et la négociation, c'est des âmes humaines contre des animaux à chasser, et ces âmes humaines vont devenir elles-mêmes des animaux. Et lorsque la négociation est terminée, c'est très frappant. C'est décrit par Gerardo Rachel Dolmatov, qui est un grand anthropologue colombien. Le chaman secoue alors les animaux sont pendus comme des quartiers de viande sur les poutres de la maison. Le chaman secoue les poteaux, les animaux tombent par terre et s'en vont en forêt, où ils pourront être chassés par ses congénères. Et si jamais il secoue trop le poteau, qu'il y a trop d'animaux qui tombent, il faut recommencer la négociation. Donc là, il y a une obsession de la parité dans l'échange qui n'existe pas du tout dans les groupes givaraux, où c'est au contraire la prédation, mais cette prédation très particulière qui est fondée sur l'idée que j'ai besoin de l'altérité d'autrui pour me définir moi-même, et cette altérité d'autrui, comment faire au mieux pour l'absorber, c'est l'absorber physiquement, c'est-à-dire par ces dispositions. Alors c'est ce qu'on fait aussi avec le cannibalisme. Le cannibalisme Tupinamba, c'est exactement cela. Les Tupinamba, c'était des populations du littoral du Brésil qui se ressemblaient d'ailleurs beaucoup et qui se faisaient la guerre entre villages voisins. Les guerriers qui étaient capturés au combat étaient donnés à des femmes comme des animaux apprivoisés. Euh, ils, ils avaient souvent des enfants, d'ailleurs, avec ces femmes. Puis à un certain moment, on décidait de les mettre à mort et de les manger. Et en fait, on les mangeait parce qu'on absorbait par ce biais l'altérité de du voisin. Et cette altérité était nécessaire pour se différencier de lui, justement. Ça, c'est de la métaphysique sauvage de très haut niveau. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Zoom? Ah oui, oui, il y en a. Oui, j'avais une question historique pour nous. Est-ce que la psychanalyse, enfin, pourrait être considérée avec ce que vous appelez naturalisme, un enfant de ce naturalisme, euh, parce que ça vient assez tard. Et
La deuxième question, c'était est-ce que la psychanalyse est naturaliste au sens où vous l'entendez, d'après vous ou pas? Parce que vous avez parlé de la subjectivité, l'intériorité, et on l'attribue aux humains, nous les psychanalystes. Comme j'avais une question là-dessus, je la pose en même temps. Parce qu'il me semble que vous définissez la modernité, vous me direz si je me trompe, hein, comme une période où tout est physicalité. C'est-à-dire, tout est nature, y compris la pensée humaine, ce qui explique d'ailleurs que la pensée humaine, c'est le cerveau. Enfin, pour certains, hein, dans la modernité, il y a des abords scientifiques de la pensée. Donc, alors, si j'ai bien saisi cette définition de la modernité, alors quelle serait l'intériorité dans cette modernité? Et du coup, quelle serait l'intériorité comme condition de la psychanalyse? Donc, est-ce que vous situeriez la psychanalyse comme une pratique de l'intériorité? Alors, c'est plus compliqué que ça le naturalisme est traversé par une contradiction initiale qui est celle de l'affirmation de l'intériorité des humains et en même temps de l'universalité des lois de la nature. Comment concilier les deux? C'est quelque chose qui se développe à partir du XVIIe siècle. Pour Descartes, la chose était simple parce que l'intériorité faisait partie de la théologie, donc c'était une chose qui ne se discutait pas. Mais euh, la théorie des animaux, il se garde bien d'en discuter d'ailleurs, mais la théorie des animaux-machines chez Descartes, c'est effectivement quelque chose de très physicaliste, c'est-à-dire c'est l'idée que les animaux comme les humains sont des machines, sont des assemblages de ressorts, de soufflets, etc., etc. Mais il n'a pas poussé la chose jusqu'au bout. Euh, les premiers matérialistes comme Condillac laissent subsister un morceau d'intériorité quand même. Et il faut attendre, au fond, la révolution, si je puis dire, l'appeler ainsi, physicaliste des 30 dernières années, pour que la contradiction du naturalisme éclate complètement et que ce petit résidu non physique qu'est l'intériorité soit enfin considéré comme étant une propriété émergente de réseaux neuronaux, etc., etc. Et donc le physicalisme, c'est quelque chose de très récent, et c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité en plus. Si je mets l'accent sur l'opposition entre intériorité et physicalité comme étant des contrastes universels, c'est que partout on fait un contraste. Alors évidemment, ce n'est pas sous la forme de l'âme et de l'esprit. Il y a les composantes de la personne connaissent de très grandes variétés de formulations. Mais partout, on met l'accent sur ce contraste. Et les approches physicalistes, au fond, viennent enfin mettre, justement dans mon travail sur les images, j'ai essayé de montrer comment les images naturalistes se déploient notamment à travers les images scientifiques, au XIXe siècle, bien sûr, avec la chromophotographie de Marais, des choses comme ça, mais également plus tard avec euh, le, les tomographies par émission de positons, c'est-à-dire ces systèmes d'enregistrement des opérations du cerveau à travers des images. Mais on a montré à quel point il y avait dans la figuration, je parle là purement d'image, un arbitraire dans le choix, parce que ce que montre la tomographie, c'est des valeurs numériques, c'est le résultat de la tomographie, c'est des valeurs numériques, et on choisit de transcrire les valeurs numériques en couleurs, et de façon à faire ressortir des contrastes. Et je montre une image qui est très très connue dans ce livre, de quelqu'un qui s'est amusé à prendre 50 euh, euh,
images différentes des mêmes valeurs numériques. Simplement parce qu'à chaque fois, on avait accordé une valeur aux couleurs, aux valeurs numériques qui étaient différentes en termes de couleurs. Donc, donc il y a ce mouvement qui est caractéristique du naturalisme, de la tentation du physicalisme, et qui n'aboutit que très récemment. Pour revenir à la psychanalyse, oui, je pense que c'est une caractéristique du naturalisme, c'est-à-dire c'est un travail sur l'intériorité, à l'intérieur de l'intériorité, même si Freud a aussi il aurait été très content, au fond, d'avoir des instruments peut-être de tomographie par émission de positons pour voir un peu comment ça marchait. Mais globalement, c'était un travail sur l'intériorité et à travers et notamment à travers les images oniriques. C'est ce que je trouve intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconscient ailleurs. Je pense qu'il y a de l'inconscient partout. C'est une des intuitions qui a fondé le structuralisme. Quand Lévi-Strauss disait « j'ai eu 3 maîtresses qui sont Freud, Marx et la géologie », et Freud, c'était effectivement l'inconscient. C'est qu'une grande partie des phénomènes sociaux sont des phénomènes inconscients. Et ça, je pense qu'il faut l'admettre, et c'est très important. Mais ce qui me paraît intéressant, plutôt que de s'évertuer comme l'ont fait les premiers disciples, certains des premiers disciples de Freud, comme Gesarheim ou des gens comme ça, d'aller trouver chez les aborigènes australiens l'équivalent du complexe d'Oedipe ou des trucs comme ça. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que il y a peu de gens qui l'ont fait, mais il y en a quelques-uns, je vous donnerai leur nom, c'est d'essayer de regarder ce que sont les théories de l'inconscient locales, non freudiennes, non européennes. Et là, c'est un univers absolument fascinant qui se déploie. L'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, qui est, à mon sens, le plus réussi, c'est celui d'un collègue qui s'appelle Jacques Galinier, que je vous invite vivement à faire venir ici, qui a travaillé chez des Indiens du Mexique qui s'appellent les Otomis, et qui a publié un livre qui s'appelle La moitié du corps, et qui est une analyse des théories Otomis de l'inconscient, et qui est absolument fascinant. Voilà ce que je peux... Madame, puis Marc. Merci. Vous avez dit que chez ces aborigènes, ils ont une langue et que vous avez appris cette langue. Et là, j'essaye d'imaginer, j'aimerais bien que vous me répondiez, enfin, quels ont été entre vous et eux vos modes d'échange, puisque eux ne parlaient pas votre langue, et comment eux, comment est-ce qu'ils vous recevaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient vous renvoyer dans leur langue, comment ça pouvait se passer. Et l'autre question aussi que je voulais vous poser, c'est justement, vous avez parlé du mimétisme, hein, qui est aussi, on peut l'interpréter aussi comme des formes d'identification à l'autre, hein, pour se définir par rapport à l'autre. Vous parlez aussi justement de l'inconscient. Est-ce que vous repériez quand même, est-ce que vous avez pu rencontrer des formes de subjectivité aussi quand même, ou est-ce que véritablement c'était un monde mouvant, comment dire, je ne sais pas, d'être au monde qui se côtoie uniquement par des échanges d'images, par des signes, par des gestes. Alors bon, il y avait le langage quand même, mais enfin, je ne sais pas. Ah oui, il y avait le langage. Il n'y a pas d'humain sans langage, sauf des gens qui ont des problèmes d'aphasie ou des choses comme ça. Donc, il y a encore à peu près 6000 langues qui sont parlées dans le monde. En Amazonie, il y en a plus de 600 encore. Et donc, celle que j'ai apprise au fil du temps est l'une de ces 600. Ça a pris du temps, en effet. Et pendant
techniquement, si vous voulez, il y avait la description par des missionnaires salésiens d'un dialecte voisin, avec une petite grammaire fondée sur la grammaire du latin, avec des cas, des déclinaisons, des choses comme ça. Donc c'est un truc que j'arrivais à maîtriser. Et puis il y avait un petit lexique aussi, fait par les mêmes missionnaires. Et c'était des langues c'était des dialectes voisins, mais qui avaient quand même beaucoup de ressemblances. Et donc, voilà, au fil du temps, c'est une langue qu'on a fini par apprendre. Bah, c'est le principe de l'anthropologie, c'est que si on pense que c'est intraduisible, on vaut mieux rester chez soi et de regarder Trump à la télévision, hein. Oui, bien sûr, il y a une traduction possible de ces langues. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au fil du temps lorsque j'ai traduit différents énoncés, que ce soit des chants magiques, par exemple, des choses comme ça. Ça te pose toujours des problèmes que pose toute traduction, hein, qui sont... euh, en plus, c'est des langues qui ont des codes morphosyntaxiques très particuliers. Il y a des évidentiels, c'est-à-dire, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce sont des morphèmes qui vont différencier les propositions en fonction de si on l'a vu, si on l'a entendu, etc., etc. Donc c'est très intéressant du point de vue épistémique. C'est des langues où il y a des morphèmes pour indiquer qu'une action se fait en une seule fois ou de façon épisodique. Donc, oui, c'est des langues qui ne sont pas faciles à maîtriser. Du point de vue phonologique, ça allait encore, il n'y avait pas de ton, c'est déjà ça. Euh, donc, alors les subjectivités, oui, bien sûr, je veux dire, à partir du moment où on échange avec quelqu'un dans sa langue, non seulement il y a des échanges intersubjectifs, mais on a le sentiment aussi qu'on arrive à pénétrer certains des... Au fond, quand on finit le terrain, c'était mon cas, on a l'impression qu'on sait, on sait pas tout, c'est absurde, on ne sait jamais tout. Mais je ne sais pas si c'est la même chose pour les psychanalystes, mais euh, au bout d'un certain temps, on se dit, mais j'ai plus rien à faire ici parce que ce qu'ils vont faire est prévisible d'une certaine façon. Donc ça veut dire qu'on en sait suffisamment de ce que l'on a observé et des conversations qu'on a eues pour prévoir des comportements dans une situation particulière. Et à ce moment-là, la surprise disparaît et donc il est temps de plier bagage. La différence avec la subjectivation, c'est que c'est une subjectivité généralisée. Il n'y a pas que les humains qui sont des sujets. Donc ça rend la vie compliquée et plus intéressante aussi. Puisque il ne faut pas faire d'impair avec les esprits et avec les animaux. Ça peut coûter cher aussi. Marc, oui. Oui, merci monsieur pour cet exposé pour nous original et passionnant. Une question qui n'a rien d'original. Qu'est-ce qu'il en est dans ce système sans loi, sans roi qu'est-ce qu'il en est de l'interdit? Alors, il y a des interdits, bien sûr, euh, qui sont plus ou moins respectés. C'est une bonne question parce que j'ai jamais vraiment compris pourquoi certains étaient respectés et d'autres moins. Euh, il y a des interdits alimentaires, par exemple, qui sont plutôt bien respectés. Euh, il y a en principe des interdits d'union ou de rapports sexuels euh, perçus comme incestueux, qui sont plus ou moins bien respectés. Euh, il y a des interdits aussi, euh, en principe, parmi les gens qu'on ne doit pas tuer, pour un homme, il y a son père et ses frères utérins. Euh, je me suis aperçu à quelques reprises que euh, au départ, peu de temps après notre arrivée, ils avaient manipulé leur généalogie de façon à éloigner des gens qu'ils avaient tués
dans la parenté, parce qu'ils ils nous prenaient pour des missionnaires. Ils disaient, ça- ça- ils vont trouver que c'est pas vraiment bien, alors qu'en réalité, c'était des frères utérins. Euh, donc, c'est très variable, les interdits. Ils sont appliqués, je crois que c'est le cas de la plupart des interdits, ils sont plastiques, et surtout dans ce domaine. Hein. Et après, j'arrête, mais est-ce qu'il y a une dimension de la faute chez eux? Il y a une dimension de la... Est-ce qu'on pourrait appeler ça la faute? Le problème, c'est quand on emploie le terme de la faute, c'est tellement chargé d'un arrière-plan judéo-chrétien chez nous. Euh, euh, il y a des... par de la nature et culture, je rapporte un entretien avec un homme. L'histoire est la suivante. C'est une femme qui est piquée par un Non, non, serpent. non, non, non. Ne va pas là-haut. Non, reste ici. Vous pouvez fermer vos micros, les personnes qui sont sur Zoom, parce qu'on vient d'entendre quelqu'un. Merci. euh, qui est piquée par un serpent et il se trouve que j'avais du sérum lyophilisé, donc je lui ai fait une piqûre. Mais c'est souvent des piqûres mortelles. En tout cas, les gens sont très inquiets, ils sont angoissés, ça accélère le rythme cardiaque et donc c'est souvent une fin tragique. Et le mari était en train de ronchonner, de ruminer dans son coin. Et j'ai donc j'ai engagé la conversation avec lui. Et euh, il avait obtenu un fusil il n'y a pas longtemps. Habituellement, il chassait à la sarbacane. Et il avait tué plusieurs singes laineux la veille. euh, Parce que ça marchait bien, c'était formidable le fusil. Et en fait, il était en train de se dire que c'était son hubris qui était puni par le maître des animaux. Alors, on peut considérer ça comme une faute si on veut, c'est-à-dire c'est une faute contre un comportement de modération qui est imposé aux chasseurs et qui a une sanction. Donc il y a des phénomènes de ce type-là qu'on peut qualifier comme des fautes, en effet. Mm. Mm. Mais c'est la femme qui est cop, oui. Ça se retrouve dans d'autres dans d'autres circonstances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai... Il y a Oui, une question là. pardon. Oui, merci pour votre exposé. J'aimerais bien poser la question de progrès. Est-ce qu'il y a des notions de progrès dans ces cultures et comment vous voyez le lien avec la protection de ces cultures, euh, avec le lien, dans les liens avec l'idée de progrès en fait, ou absence de progrès? Bah, l'idée de progrès est quelque chose qui est très caractéristique du naturalisme, hein, c'est-à-dire que chacune de ces ontologies, j'ai pas eu le temps d'en parler, a un régime de temporalité qui lui est propre. Et l'analogisme, c'est la temporalité cyclique, par exemple. Euh, le totémisme et l'animisme, c'est une temporalité, j'allais dire, écrasée. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est un temps de l'immédiat, d'une certaine façon. Et donc, l'idée de progrès est absolument inconcevable. Elle est vraiment caractéristique depuis. De- de- euh, elle est en partie issue de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire, au fond, il y a quand même un horizon euh, 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 qui est considéré pour certains comme un progrès, la résurrection des morts, des choses comme ça, mais elle est surtout formalisée dans la philosophie des Lumières et avec des grands récits évolutionnistes à la Condorcet. Euh, donc, non, il y a absolument aucune idée de progrès.
ce qui pose des problèmes dans la lutte politique, c'est-à-dire comment se projeter dans l'avenir comme un collectif, avec les caractéristiques que j'ai évoquées de ce collectif, lorsqu'on est soumis à des menaces de spoliation, à la mainmise de l'État, des industries extractives, etc. Se projeter comme un collectif dans l'avenir, ça devient difficile. Et donc c'est quelque chose qu'ils ont dû apprendre d'une certaine façon pour essayer d'organiser des formes de réaction. Alors, l'avenir, ça dépend beaucoup. En Amazonie, il y a 11 pays différents hein, dans la forêt tropicale, disons, du nord de l'Amérique du Sud, c'est l'Amazonie et l'Orénoque, avec des statuts extrêmement différents, à la fois des terres et des Amérindiens. Et donc, les situations sont très variables et ça dépend beaucoup de la démographie. Au Brésil, par exemple, il y a beaucoup de populations qui dépassent à peine les 300 ou 500 personnes avec des problèmes classiques d'extinction démographique pour des raisons typiques de reproduction avec un taux d'équilibre entre hommes et femmes. On pense aussi, enfin c'est ce que prétendent les linguistes, que 500, une communauté de locuteurs de 500 personnes, c'est le minimum pour faire vivre une langue. Et donc, il y a ce problème qui est très aigu dans certaines régions de l'Amazonie. Pour les Achuar, c'est différent. Ils sont entre l'Équateur et le Pérou. Maintenant, ils doivent être une quinzaine de mille. L'ensemble Jivaro est un ensemble important. Ils sont plus de 150 000 maintenant. Donc, et ils sont très efficaces. Je crois que je vous racontais tout à l'heure que lorsqu'il y a eu une compagnie pétrolière qui est venue il y a quelques années pour faire des prospections, ils ont kidnappé les ingénieurs. Et ils ont dit, bon voilà, on les garde là, on ne va pas leur faire de mal, mais si vous voulez les ravoir, il faut nous foutre la paix. Et ça a marché. Donc la prédation, c'est efficace quelquefois. Alors, ils sont en général tués à la naissance. Voilà. Voilà. Alors, pour le Zoom, je répète la question, c'était comment sont accueillis les enfants mal formés? Donc, la réponse, c'est en général, ils sont tués à la naissance. Pardon? Ces langues sont uniquement orales ou aussi écrites? Il n'y a pas de langue écrite en Amérique du Sud. Donc, elles sont toutes orales et elles sont transcrites maintenant, en général, dans la phonétique de la langue véhiculaire. C'est soit la phonétique du portugais, soit la phonétique de l'espagnol, dans les transcriptions, si vous voulez. Mais il n'y a pas initialement, il n'y a pas d'écriture. J'avais une question sur le langage. Enfin, la place du langage dans la construction, enfin, je ne sais pas si on peut dire construction de ces différentes ontologies. Il me semble que par rapport à Lévi-Strauss, vous faites un petit écart par rapport à la place de la langue, du langage. Bon. En quel sens? Dans le sens où ce qui compte, c'est plus le régime de visibilité. Enfin, c'est à ça que vous parvenez là dans vos derniers ouvrages. Hein. Oui, parce que c'est l'accent que j'ai mis dans ce livre, c'est sur les images, sur la visibilité. Mais le livre précédent, enfin les Par de la nature et culture, est fondé uniquement sur du discursif, hein, donc sur le langage. Alors que ce soit des textes transcrits
des populations même, ou que ce soit des descriptions ethnographiques, c'est toujours du langage. Et le langage joue un rôle fondamental. Le langage chez Lévi-Strauss, il est important à plusieurs titres. Il est important d'abord parce qu'il fournit le modèle de l'analyse structurale à travers la phonologie structurale, à travers l'idée qu'aucun phonème en tant que tel n'a une valeur propre, sinon par contraste avec un autre phonème. Et donc ça, c'est le b.a.-ba de l'analyse structurale. Aucun phénomène social n'a de sens en soi, si ce n'est en contraste avec un autre phénomène social. Donc ça, de ce point de vue-là, le modèle linguistique est absolument fondamental dans toute analyse structurale. D'autre part, c'est effectivement le moyen le plus immédiat par lequel, c'est pour ça que j'ai commencé par les matériaux discursifs pour mettre en évidence les ontologies, que je suis passé aux images après. Je pense que si je n'avais pas fait le travail en premier lieu sur les matériaux discursifs, je n'aurais pas pu faire ce travail sur les images. Ça ne veut pas dire que les images sont des illustrations de ce que dit le langage. C'est des signes qui sont différents, bien sûr. Mais la mise en évidence, le problème des images, c'est qu'elles sont tellement polysémiques qu'il est difficile, au fond, d'en faire une interprétation si on n'a pas déjà une sorte de canevas qui vous est fourni par un discours, par un système propositionnel. Donc, voilà. Alors, Et alors, j'avais Ah, pardon. Merci. Oui, un peu dans la suite de la question que Natacha vient de poser, je me demandais, enfin, je trouve que la difficulté que je rencontre à saisir la façon que vous avez de penser ce que nous avez exposé, le fait qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne veux pas détailler parce que je vais mal reprendre votre propos, mais vous avez parlé donc de cette non-distinction, si l'on peut dire, entre l'humain et le non-humain. si, mais elle ne passe pas par les mêmes frontières que la nôtre. Voilà. C'est ça la différence. Voilà, Ouais. les frontières ne sont pas les mêmes. Mm. Et donc, qu'en est-il du langage et de la parole comme frontière? Parce que les plantes et les animaux ne parlent pas. Dans les rêves, ils parlent. Et du fait qu'ils ne parlent pas, nous avons, me semble-t-il, du mal à penser à eux comme à des sujets. Ils parlent dans les rêves. Pardon? Ils parlent dans les rêves. D'accord, ils leur parlent dans les rêves. Vous avez raison, oui. Et donc, excusez-moi, absolument, vous l'avez dit. Ils utilisent, au fond, le langage, il y a un statut intéressant, c'est-à-dire que le langage est ils ont chacun leur langage, bien sûr, mais il y a un langage universel qui est celui du groupe tribal, qui sert à la communication généralisée entre espèces. Et au fond, c'est dans les rêves que ce langage peut se déployer de façon simple, et autrement, il se déploie sur le mode du chanter. Et le chanter, c'est quelque chose qui vient, d'une certaine façon, transformer le langage ordinaire pour lui donner une capacité à transcender les appareils phonatoires des différents types d'espèces et lui conférer une valeur universelle. Donc, dans toute l'Amazonie, mais dans beaucoup de régions du monde, la musique, c'est la voix des esprits, c'est-à-dire que c'est la façon de faire communiquer les esprits, parce que c'est un mode d'énonciation qui tranche sur le langage ordinaire. Donc, oui, il parle beaucoup même. J'avais une hypothèse, justement. Je me lance. Hein.
C'est-à-dire que ces peuples d'Amazonie, alors on les disait, on les dit sans institution, mais aussi on les dit peuple de la solitude. Enfin, on les disait peuple de la nature, mais on dit aussi peuple de la solitude parce qu'ils vivent dans un très grand territoire, dans une immensité, et ils fréquentent pas beaucoup leurs voisins humains. Hein. Donc, enfin, c'est les chants des Hachuar qui m'ont fait penser à ça. Donc, les chants, ces chants qui sont très importants, a priori chez eux, ça part donc de l'intériorité, c'est un discours de l'âme qui est adressé à l'âme de ceux qu'on veut atteindre, sur lesquels on veut agir. Donc, ce sont des messages qui sont adressés, vous en avez parlé, hein, à des plantes, des animaux, etc., envisagés comme des personnes. Donc, ces chants, ils existent pour toutes circonstances de la vie, pour toute forme d'interaction avec les humains et les non-humains. Et ils sont chantés, comme vous l'avez dit, silencieusement, mentalement, en fait. Alors, moi, je me suis dit, c'est un exemple d'adresse. Parce qu'en fait, pour parler, il faut bien qu'on ait une adresse. Alors, ils sont un peu tout seuls dans la forêt amazonienne. Ils sont éloignés les uns des autres. Ils ont des habitats dispersés. Et les autres peuvent être des autres de la prédation, hein, donc voilà, vous en avez parlé. Donc effectivement, ils sont dans un environnement, ils parlent plus de 600 langues, pas si facile sur ce grand territoire, voilà, de s'entendre, de se comprendre. Donc en fait, par contre, ils sont dans un territoire où il y a beaucoup de non-humains. Là, il y en a beaucoup. Bah, donc il faut bien une adresse. Enfin, donc il faut bien qu'ils leur parlent. Enfin, Oui, oui, tout à fait, oui, oui. À première vue, ça paraît un peu fonctionnaliste comme argument, mais il y a quelque chose de juste, c'est-à-dire que, alors l'expression peuple de la solitude, je l'avais employée dans Les Lances du crépuscule, et c'est une reprise de Chateaubriand, bien sûr, à propos des sauvages américains, et dans le cas de l'Amérique du Nord comme dans le cas de l'Amérique du Sud, ça tient en partie aussi à la monstrueuse dépopulation qui a suivi la conquête. 90% de la population amazonienne a disparu en un siècle suite aux maladies infectieuses. Donc c'était des régions du monde qui étaient beaucoup plus peuplées et les Amérindiens se sont trouvés solitaires, si je puis dire. On a peine à imaginer ce que ça. Même la peste noire, ça n'a rien de comparable. Et quand on a dans un village 90% des gens qui meurent, ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour cultiver les jardins, chasser, faire la torbouille, etc. Donc les autres, les restes, les enfants meurent de faim, etc. Donc c'est dramatique. Donc ça, c'est une parenthèse sur la question de la solitude, mais c'est vrai. C'est vrai que chez les Hachuar, on a une densité de population qui, dans certains endroits, est inférieure à 0,1 habitant au kilomètre carré. Donc, quand on sort d'une maison, on peut marcher tout droit pendant 3 semaines et on rencontrera rien d'autre que des moustiques. Donc, on leur parle, voilà. Et donc, c'est vrai que les autres sujets, ben, c'est des sujets d'un humain, effectivement. C'est avec eux qu'on. Ils essayent de. Non, les morts, c'est un problème, comme dans beaucoup de civilisations animistes en particulier. Il faut les éliminer le plus rapidement possible. Il faut couper tout contact avec eux. C'est un gros problème, les morts, oui. Et donc, lorsque les morts viennent vous voir en rêve, c'est très mauvais signe. Ouais. Justement, on fait des rites, l'essentiel des rites funéraires est destiné à couper le lien avec les morts et à empêcher que les morts reviennent, oui, pour vous entraîner dans leur monde. À propos de ce que vous venez de dire, cette extermination, est-ce qu'ils ont une mémoire de cela? Ils n'ont Et pas une de mémoire. narration? Ils n'ont pas de mémoire. Comment dire? C'est difficile à dire. Ils n'ont pas de mémoire de cette période, mais il y a une mémoire des massacres plus récents. Par exemple, ce qu'on appelle les peuples non contactés récemment, enfin, on a vu à la télévision, on voit régulièrement des Indiens tout nus qui lancent des flèches contre un hélicoptère.
c'est pas des peuples qui n'ont jamais été contactés, ce sont des peuples qui ont été les esclaves des barons du caoutchouc à l'époque du boom du caoutchouc et qui ont subi de tels sévices euh, qu'ils ont dit plus jamais ça. Et donc ils sont partis là où c'était possible dans la forêt pour échapper au contact avec les Blancs. Et ça, cette mémoire s'est transmise. La mémoire du plus jamais ça, elle s'est transmise, oui. Mais pas la mémoire de la dépopulation, je pense pas. C'est trop. Comme je l'ai dit, le régime de temporalité est très différent d'une autre. Et ce qui subsiste, c'est la mémoire du malheur, c'est la mémoire des tortures infligées par les miliciens des barons du caoutchouc, les villages incendiés, c'est des choses, les femmes violées, des choses comme ça. Oui, ça subsiste. Euh, mais ça subsiste sous des formes individualisées, si je puis dire. Oui, j'avais une question sur ces petits groupes donc, que vous décrivez, là, de quelques centaines d'individus. Est-ce qu'ils sont confrontés à des problèmes d'endogamie, enfin les problèmes d'endogamie qu'on peut constater dans les groupes fermés avec les problèmes de maladies génétiques? Alors, c'est bien sûr, ils sont endogames. Enfin, je veux dire, bien sûr, oui, ils sont généralement endogames, y compris ces petits groupes, mais euh, la, 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 la transmission de caractère récessif, par exemple, existe. Chez les Hatchoirs, il y avait une lignée de sourds-muets, par exemple. Euh, ils étaient quatre, je crois, et de telle façon qu'ils avaient les gens de leur entourage, au fil des générations, avaient développé un langage entre eux et pour communiquer avec eux. Mais il n'y a pas de, ça n'a pas d'incidence considérable dans la mesure où le mariage prescriptif chez les Hatchoirs et dans une grande partie de l'humanité, pendant longtemps, c'est le mariage des cousins croisés, c'est-à-dire le mariage avec, pour un homme, la fille du frère de la mère ou de la sœur du père. Donc, c'est des mariages que nous, on considère dans le droit canon comme consanguins. Et c'était la norme dans l'humanité, de la même façon, ce qu'on appelle le mariage arabe, qui est le mariage avec la cousine parallèle, c'est-à-dire avec la fille du frère du père, qui est un mariage qui a été pratiqué pendant très longtemps dans une grande partie du monde, n'a pas statistiquement engendré des problèmes de consanguinité particulièrement aigus. Donc, oui, peut y avoir des caractères récessifs, effectivement, qui sont transmis, mais je ne pense pas que ça a des effets massifs. Sinon, ces formes de mariage prescriptif n'auraient jamais pu subsister. Oui, donc le fait d'offrir un ennemi capturé à une femme de la tribu, bon, ça peut participer au renouvellement du matériel génétique, mais c'est pas cette visée, quoi. Oui, enfin, on l'offre comme un animal, un pet, un animal familier. Hein. C'est dans toute l'Amazonie, on recueille les petits du gibier pour en faire des animaux familiers qui sont élevés dans les maisons, etc. Et le prisonnier euh, euh, Tupinamba, il est considéré comme un animal familier. Puis tout d'un coup, il bascule, on le tue et on le mange alors qu'on ne mange jamais les animaux familiers. C'est un privilège, alors. Mauvaise pioche. Oui, alors je reviens un peu à la première question que vous posiez, parce qu'en effet, ça m'interroge toujours. Qu'est-ce qui fait société? Puisque vous dites qu'il n'y a pas les institutions comme nous, on les conçoit, que c'est un habitat très, très isolé, parsemé. Autour de quoi ils se retrouvent? Qu'est-ce qui fait société, hormis la langue qu'ils partagent, comme vous dites? Voilà, autour de quoi ils se retrouvent et Une dans bonne quel type de question. lien?
c'est de mener une vie pleine euh, en suivant un modèle de vie pleine différencié pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, d'être un grand guerrier, un bon chasseur, d'avoir beaucoup de gendres, beaucoup de femmes, d'être un grand orateur. Pour les femmes, d'avoir des grands jardins opulents, beaucoup de filles, de s'entendre avec ses coépouses, etc. Donc, c'est des modèles de vie, en quelque sorte, de bonne vie. C'est ça qui est partagé. Euh, mais ça, on serait bien en peine d'édicter un système de normes. Comme je disais tout à l'heure à propos des assassinats, il y a des choses qu'on est censé ne pas faire, mais qu'on fait quand même. Donc les normes sont assez fluctuantes. Il y a une norme qui est respectée, encore une fois, c'est le mariage. Le mariage avec les cousins croisés, depuis presque 50 ans maintenant, qu'on va régulièrement là-bas. À chaque fois qu'on revient et qu'on fait une enquête généalogique, ils ont tous épousé ils sont tous épousés entre cousins croisés. Euh, ça, c'est une règle importante, oui. Euh, mais c'était une des rares normes qui est véritablement respectée. Alors, on arrive au terme de notre soirée. Pas de dernière petite question. Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vais peut-être aller aux toilettes. Si vous avez Ok. Ah oui, je vais vous toilettes les montrer. ici, oui.